Bonjour et bienvenue à cette nouveauté, ce nouveau rendez-vous, la table ronde en ligne organisée par l'association Thea Vida, en partenariat avec la radio Écho des Garrigues 88.5 et la télévision Écovisuel sur l'adresse ecovisuel.fr. Aujourd'hui, nous allons faire donc une table ronde avec 3 artistes latino-américains ou d'origine latino-américaine qui vont partager avec nous leur expérience artistique et qui vont nous expliquer quelle est la place justement de la liberté d'expression dans leur création. Dans un premier temps, ils vont nous expliquer sobrement, brièvement, donc leur propre expérience personnelle et leur avis sur cette liberté d'expression, la possibilité donc qu'ils ont pour la développer au sein de leur création. Et puis, nous aurons par la suite un échange collectif où chacun pourra justement échanger pour discuter, développer ces idées qui ont été en premier temps abordées. Nous allons donc commencer par Luara Lot Moreira. Donc Luara est en France, à Montpellier, donc depuis presque 2 ans maintenant. Elle est dans la promotion Exerce au CCN de Montpellier, Centre chorégraphique national. Et elle est également performeuse, chorégraphe, danseuse et chanteuse de funk sapatão. C'est bien ça? Sim. Luara, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la place de la liberté d'expression dans votre art? Et si jamais vous étiez justement confronté à une contrainte, un obstacle, comment vous envisageriez justement de le contourner ou est-ce que vous feriez autre chose ou voilà, tout simplement. Vous avez 10 minutes. Merci. Merci. Bem, esse é um assunto que parece simples, ele parece óbvio, né? Que as pessoas não sejam contra a ideia de uma liberdade de expressão, mas ele é super complexo ao mesmo tempo, porque, inclusive, da onde eu venho, né, no Brasil e em vários outros lugares do mundo também, essa noção, liberdade de expressão, essa expressão, liberdade de expressão, ela tem sido retomada pelos corpos, inclusive, que são os que estão num processo de poder e opressão contra outros. Então, o que acontece? A gente vê, tipo, vários homens brancos num lugar de poder que hoje em dia não podem mais ofender corpos como antigamente e que dizem que não têm liberdade de expressão, dizem que estão tendo a sua liberdade castrada. E esses são os mesmos corpos que vão, através de projetos de leis ou através de outras ações agressivas, impor a sua visão de mundo às nossas produções artísticas, né? Por exemplo, eu trabalho com performance e também com escrita. Das primeiras expressões artísticas que eu trabalhei foi com funk, dentro de uma linguagem que fala sobre lesbianidade, que fala sobre sexo de uma maneira aberta. E, bem, eu nunca tive exatamente um momento de confronto direto, de ser proibida de produzir meu trabalho ou de ser proibida de apresentar em algum lugar. Mas, cotidianamente, tipo, com o Brasil como tá, com um político terrível, com aquela aberração que é o presidente Jair Bolsonaro, né? Diariamente, a gente sofre as implicações de ter essa tragédia ali no poder, né? Que são desde, tipo, impedir... matar os espaços de cultura sem enviar dinheiro, matar o Ministério da Cultura e tudo mais, como projetos de lei que tentam criminalizar a nudez em cena, por exemplo, dizendo que é um ato pornográfico. E, ao mesmo tempo, é muito complexo, porque são esses corpos que dizem ter a sua liberdade de expressão cerceada por não poder nos ofender como antigamente, que fazem projetos de lei para impedir o nosso trabalho,
dizendo que são pornográficos e que objetificam o nosso corpo, que objetificam a nossa subjetividade, que tiram a nossa humanidade, né? Por sermos mulheres, corpos racializados, com uma sexualidade dissidente, né? E esse projeto todo, né? Ele está aí para impedir essa existência, mas, bem, o meu trabalho ele vem exatamente procurar brechas, criar fricções dentro desse tipo de pensamento. Ele vem exatamente criar uma possibilidade de imaginário que rompa isso, né? Linhas de fuga, linhas fugitivas dentro desse mundo que eles tentam impor, desse mundo que eles criaram, né? Esse mundo colonial criado, bem, para impedir mesmo, assim. Agora, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu tem pouco tempo, e que é bem pesada, e que aconteceu com outras amigas minhas também. De performers, mulheres. As que aconteceu isso são mulheres cis também. E que, de repente, receberam um e-mail de um homem perguntando se podia colocar o vídeo do trabalho delas num site pornô. Eu recebi, por exemplo, fotos da minha performance por um perfil falso, assim, no Instagram. Fotos da minha performance onde aparecia seios, algum tipo de nudez de uma pessoa, de um homem, perguntando por que eu estava fazendo aquilo, aquilo era bonito, tentando sexualizar, tentando entrar num lugar de pornográfico, né? Porque quando esse projeto, né? Quando esse projeto patriarcal, racista, machista, não consegue cercear o nosso corpo, não consegue cercear a nossa produção, aí ele tenta cooptar de uma outra maneira, que é hipersexualizando, que é objetificando, né? E matando ali essas linhas de fuga disso. Mas, enfim, né? Isso é impossível matar as linhas de fuga desse imaginário, né? E não sei, eu penso muito assim no perigo que é a gente pensar a liberdade de expressão como essa retórica que tem sido capturada, né? Tipo, pensar a liberdade de expressão quando esses corpos, que na verdade são os corpos dominantes, querem manter o seu direito de oprimir nossos corpos com as suas falas, né? Porque é realmente uma retórica do governo de extrema-direita no Brasil e em vários outros lugares. E aqui também, em vários encontros, aqui na Europa, na França, eu já ouvi absurdos racistas ou absurdos misóginos. E quando você confronta aquele absurdo, né? Quando você você recupera o seu lugar de humanidade e reconfronta aquele absurdo, fala, isso é impossível, isso não pode ser falado, isso é um problema, você está me desumanizando. Aí existe essa retórica, não, mas é liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quero, você está querendo me tolher. O que é também uma retórica, enfim, que ela se esvazia nela mesma, né? Tipo, nenhum abuso, nenhum tipo de expressão violenta deve ser tolerado. E por você não tolerar aquela violência, né, de novo uma lógica de querer uma certa subserviência, né, desse corpo. Então, você tem que tolerar até o abuso, né? Enfim, isso é uma coisa que me preocupa dentro dessa noção de liberdade de expressão. E agora, indo para o meu processo criativo, especificamente, eu sinto que essas contingências que o meu corpo carrega, também, por ser uma mulher racializada, sul-americana, lésbica, essas contingências que essa invenção de mundo impõe ao meu corpo, elas, na verdade, ativam uma potência de rasgar isso, de procurar os lugares de rasgo disso. Então, realmente, através do imaginário, através de criar um imaginário onde esse mundo nem existe, onde esse mundo nem atravessa, né? Mas também é por essa circunscrição do meu corpo, é através dessa circunscrição do meu corpo que eu disparo de volta para o mundo.
né? E a possibilidade de criar outros mundos a partir do meu corpo, da minha experiência, né? Merci beaucoup, Loara, d'avoir partagé Merci. cette belle vision quand même, ce combat aussi pour justement porter cette liberté d'expression et nous la porter aussi en France. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à Juan Zambrano, son nom d'artiste Juan W, street artiste péruvien, qui vit à Montpellier maintenant depuis 2011 à peu près. Vous êtes très inspiré par le biomimétisme Oui. Et les neurosciences. D'ailleurs, quand on voit vos œuvres, on voit qu'il y a vraiment un aspect géométrique, pardon. On voit qu'il y a vraiment un aspect géométrique qui est très important et une certaine minutie, une certaine précision justement qui fait appel aux données mathématiques. Parce que vous avez fait aussi des études de mathématiques, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la place de la liberté d'expression dans votre création. Et donc, comme pour Loara, si jamais vous étiez confronté à une contrainte, comment feriez-vous pour continuer, faire autre chose, ou voilà, quelle serait votre réaction? Et donc, nous vous laissons 10 minutes d'expression libre. Merci. Merci. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que ça fait juste 4 ans que je suis à Montpellier. Avant, j'étais à Nîmes, là où j'ai fait mes études de design. Donc, c'est vrai que le terme liberté d'expression, c'est assez large, même le terme tout court liberté. C'est très complexe, comme dit l'autre artiste brésilienne. Pour cela, il faut revenir vraiment en arrière, c'est-à-dire en enfance, parce que déjà, en Amérique latine, on a toujours ce tabou de... puisque on est latino-américain, on doit juste avoir un métier basique, comme on dit entre guillemets au Pérou, électricien ou femme de ménage, par exemple. Donc le fait, moi, ça m'a permis dans mes œuvres de vraiment être très libre, parce que tout a commencé avec ma mère qui est partie quand j'étais très petit, pardon. Il m'a laissé avec mes grands-parents maternels. Et mon père, il n'a jamais été là, c'est bien. Donc, ma mère a eu ce voyage qui m'a permis qui m'a montré à quel point une femme n'a pas forcément besoin de l'homme pour s'en sortir. À la maison, c'était mamie qui commandait, entre guillemets. Et puis, j'étais toujours entouré avec des femmes très courageuses, très libres, très fortes de caractère. Donc, j'ai grandi avec cette idée-là que moi aussi, je pourrais apporter quelque chose aux femmes à travers l'art. Donc, une fois que j'étais en Guyane, j'ai fini mon bac scientifique. C'est à ce moment-là où ma mère me dit Juan, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Je regarde une émission à la télé sur la déco d'intérieur et ça m'a ouvert l'esprit. Et je me suis lancé tout seul pour venir en France en 2011, où je suis atterri à Nîmes. Et l'aventure a commencé parce que là où j'ai découvert le street art, qu'au Pérou, en tout cas pendant ces années-là, on s'y connaissait pas grand-chose. On confondait toujours le côté graffiti et le vandalisme avec le street art. Donc, et je continue toujours je mets toujours l'accent sur les femmes parce que j'ai toujours été... C'est comme si j'ai atterré c'est comme si on mettait la loi d'attraction devant. J'ai attiré les femmes pour qu'elles m'aident à être de la bonne voie.
c'est que des femmes qui m'ont appris euh, à vraiment m'exprimer comme je voulais. Parce que je sentais que je rentrais pas dans la case des mecs qui voulaient juste, qui étaient genre macho ou juste pour donner un petit exemple. Donc, je savais que il y avait un truc qui allait pas, que je pouvais apporter à la société. Donc, changement de mentalité. Euh, Par exemple, les enfants savent très bien que euh, déjà, ils grandissent avec leur portable aujourd'hui. Donc, c'est plus ouvert au niveau, enfin, dans tous les domaines en quelque sorte. Donc, pour ne pas m'éloigner trop du sujet, euh, déjà, dans la découverte de street art, ça m'a énormément aimé, énormément beaucoup appris à, à m'exprimer dans la rue, tout simplement, sans demander la permission. C'est comme si on te mettait la pub juste pour te donner voilà, une telle image pour en consommer. Alors j'ai trouvé cette idée excellente, le fait de coller mes petits dessins un peu partout en France, en Espagne, en Italie et en Amérique latine. Et surtout, alors quand je pense à la liberté d'expression, c'est aussi respecter la rue, c'est-à-dire de ne pas... Il y a il y a une contrainte aussi en tant qu'artiste, c'est déjà de faire passer un message personnel, positif, et surtout quelque chose qui va peut-être inspirer quelqu'un. Je vous donne une anecdote. C'était, je crois, c'était il y a 3 ans. Je fais un petit collage vers le quartier des Beaux-Arts. Et, et le lendemain, il y a une fille qui m'envoie un message par Instagram, me dit c'est vous l'artiste qui avait collé ce petit dessin. Bon, ce petit dessin, c'était d'1 mètre, le format. Et je dis oui, oui, parce que ça m'a fait sourire. Merci de m'apporter du bonheur. Donc pour moi, je me sentis vraiment outil à la société. Voilà, sans dénigrer personne, c'est vrai que je l'ai fait sans la permission de personne, mais au moins je sais que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. Alors c'est vrai que si on continue toujours avec le terme liberté d'expression, euh, c'est interdit normalement de faire ce genre d'art. On sait très bien que c'est éphémère, mais je pense qu'aussi il y a une partie d'ego quand même, de laisser son empreinte sur Terre ou une trace, parce qu'on sait que ça va partir. Mais au moins, je garde la photo pour montrer à ma mère. Euh, j'ai toujours fait des portraits des femmes. Un jour, j'espère, un jour, va arriver le portrait de ma mère, parce qu'elle le veut, c'est sûr. Euh, on m'a même proposé, vu que j'ai fait des portraits des femmes, on m'a même proposé des hommes, m'a proposé de faire des femmes nues. Alors, je suis rentré dans ce sujet-là en respectant toujours la femme. C'est-à-dire, moi, si je fais un portrait de femme, euh, quand même, ça serait vraiment artistique. On ne veut pas trop s'éloigner du sujet. Donc, pour cela, il y avait pas vraiment un accord, hein. Donc, j'ai laissé tomber le projet, tout simplement. Euh, mais sinon, voilà, je continue toujours avec cet esprit de liberté pour aider tout simplement les femmes, voilà, partout. Il n'y a pas de frontières pour moi, d'apporter vraiment partout et ainsi, voilà, inspirer d'autres personnes, surtout mes cousines, mes sœurs, mes tantes, ma mère, mes grand-mères. Voilà. Et je rêve un jour vraiment, vraiment d'en faire un gros projet pour attirer l'attention
pas attirer l'attention, pardon, mais plutôt pour faire un projet dans un bidonville au Pérou où, où je pourrais tout ce que j'ai appris ici en France et en Europe ou en Amérique latine, toutes mes connaissances, les apporter au Pérou et ainsi créer une sorte d'association, comme ici d'ailleurs, c'est excellent ça, et de donner la parole aux enfants, euh, pourquoi pas aux adultes, s'ils sont toujours d'accord, bien sûr. Euh, Si on revient toujours sur mes collages, puisque c'était dans la rue, j'ai deux anecdotes. Un, c'était la première anecdote, c'était à Avignon. Je venais le coller juste pendant le festival, il me semble, le festival d'Avignon en été, et ça a duré juste 2 heures, alors que c'est des collages qui sont originaux, quoi. J'ai toujours l'image en tête parce que la scène, c'était dans une aire de jeu où il y avait une enfant avec son papa et l'enfant qui voulait juste toucher le collage. Et puis, je pars pour prendre un café, je reviens, il n'était plus là. Mais au moins, j'ai la photo. Au moins, j'ai la photo. J'ai gardé ce moment présent en tête. Donc, c'est vrai qu'il y a même des personnes qui me disent: «Tu as perdu du temps en faisant ce collage». Je dis: «Tu rien compris du tout. Moi, tout ce que je voulais garder, c'est la photo, parce que je l'ai enregistré de ma mémoire». Et puis l'autre anecdote, c'était à Montpellier, récemment, où je sais très bien que voilà, une fois que tu fais le collage, voilà, soit il y a la mairie qui passe, ou soit il y a des taggeurs qui taguent sur ton collage. Donc et c'est arrivé, voilà, ils ont tagué sur mon collage. J'ai retouché, je l'ai rénové, restauré. Et puis un mois après, un autre tag qui revient. Et puis je me dis voilà, c'est dommage de ne pas. Mais en principe, c'est à peu près c'est un jeu, euh, ce jeu de street art, parce qu'on sait très bien que c'est permis de le faire, hein, puisque une fois que je le colle, hein, ça m'appartient plus. Tout le monde peut y toucher. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui veulent pas ce que je fais. En tout cas, personnellement, je sens que je 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 fais pas de mal à personne, hein. Simplement, je respecte l'endroit même, parce que je le ferai pas par exemple, sur un bâtiment tout neuf. C'est des bâtiments qui sont déjà dégradés, voilà, sales, qui prennent pas soin, par exemple, voilà. Et, euh, et voilà. Très bien, merci Juan W pour votre témoignage. Et donc, nous allons donc terminer par Elvira Diaz, pardon, réalisatrice franco-chilienne que nous avions déjà programmée au Festival Thea Vida en 2014, donc qui nous revient à nouveau pour notre plus grand plaisir. C'était pour les documentaires Y Volveré et Victor Jara. Numéro 2547. 2547. Et oui, et donc du coup, qui avait eu un franc succès lors des projections, car les deux avaient été proposés. Et donc aujourd'hui, Elvira, nous souhaitons savoir justement quelle est cette place, la place de la liberté d'expression au sein de ton travail, des développements de plusieurs travaux. Le dernier s'intitule El Patio. El Patio. El Patio, si. Et voilà, et votre engagement également pour la communauté chilienne, avec la communauté chilienne qui réside dans la région. Voilà, il y a plusieurs combats. Vous menez plusieurs combats et voilà, nous souhaitions vous inviter pour en savoir un peu plus et savoir voilà vraiment quelle était cette place, la place de la liberté d'expression au sein de vos créations. Je vais commencer déjà par justement prélever
ce numéro de 1547, parce que vous vous en souveniez plus. C'était le but, en fait, quand on a choisi ce titre. C'est pas mal, pourquoi pas partir de là. Parce que c'était le numéro de protocole, le numéro d'autopsie de Victor Jara à la morgue en septembre 1973, ce chanteur communiste engagé qui était engagé auprès de Salvador Allende, qui a été assassiné. Et en fait, son corps a été identifié, reconnu au milieu de centaines de cadavres. Et en fait, le personnage principal donc, de ce documentaire que j'ai fait, qui était mon deuxième documentaire, lui a donné une sépulture. Et lui a eu une sépulture, ce qui a permis un procès qui est encore ouvert aujourd'hui. Et les autres ont disparu, en fait. Les autres ont été, les corps ont été enfouis, brûlés, on les a fait disparaître. Et en fait, l'idée de ce titre, justement, de mettre 2547, c'était son numéro de protocole, c'est parce qu'on savait pertinemment, avec la monteuse du film, Florence Jacquet, que les gens ne se rappelleraient jamais de ce numéro, parce que c'est un numéro parmi d'autres, en fait. Donc non, mais c'était volontaire. On savait très bien que les gens ne s'en souviendraient pas, et parce que c'était quelqu'un parmi d'autres, parce qu'il prenait la parole pour tous, c'était un au milieu de tous, relié à tous, qui prenait la parole pour tous, et au final, ça a été une personne lambda qui a osé justement prendre la liberté de s'exprimer dans un moment critique, au moment où le pays était vraiment... il y avait une montée des oppositions et des extrêmes, enfin il y avait des combats de rue, il y avait des attentats, c'était juste avant le coup d'État. Et donc, en fait, moi, c'est vrai que le travail que je fais aujourd'hui, moi, je suis née en France parce que je suis fille de réfugiés politiques. Ma mère est française. Et je suis née en France et j'ai toujours vécu en France. Et je fais ces films là-bas, mais sur des personnes qui, justement, pour elles, c'est un peu le moment de s'exprimer. À chaque fois, là, j'attaque un 4e film. Alors moi, par contre, bizarrement, je fais des films que sur des hommes. Toi, tu travailles beaucoup, tu étais un peu au centre de ton travail, beaucoup sur les femmes. Moi, bizarrement, enfin, c'est comme ça. À chaque fois, il y a un personnage principal pour qui c'est le moment de s'exprimer. Il peut s'exprimer. Et Hector, justement, qui a enterré Victor Jara, qui était, lui, un jeune homme, un simple employé, simple fonctionnaire à l'état civil, donc par cet acte de résistance, de sortir le corps de Victor Jara et de le rendre à sa famille pour qu'il ait une sépulture. Un jour, il m'a dit, en fait, Elvira, cette histoire que j'ai vécue moi, il dit, c'est lourd parce qu'elle ne m'appartient qu'à moi jusqu'à aujourd'hui et j'ai envie de sortir de ce secret, il faut s'exprimer. Il dit, en fait, tu vas me servir d'antenne pour que ça appartienne à tous. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé finalement cette image parce que je me suis vue d'une colline comme une antenne, effectivement. Voilà. Donc moi, j'ai pas trop souffert de pas pouvoir m'exprimer librement, parce que je pense aussi que le fait que moi j'ai grandi ici fait que moi j'ai moins senti peut-être cette pression. Évidemment, j'ai pas vécu la dictature. Enfin voilà, ma mère est picarde, j'ai grandi, j'ai eu une enfance joyeuse, quand même dans une ambiance très militante, puisque mon père et ses frères et sœurs faisaient des concerts de solidarité pour envoyer de l'argent aux familles des prisonniers politiques au Chili. Donc j'étais quand même imprégnée de tout ça. Mais c'est vrai que moi, quand je suis partie faire mes films au Chili, à chaque fois pour dénoncer la violation des droits de l'homme, l'impunité, enfin voilà, avec un sentiment de devoir rendre justice à souvent l'histoire intime, personnelle de quelqu'un qui s'est complètement fondu dans la grande histoire à travers ce qu'il a fait, comme Hector par exemple, quand il a enterré Victor Jara. Moi, j'ai pas, en fait, je pense que c'est un rapport à la peur. Parce que moi, quand je suis allée tourner au Chili, je n'avais pas peur. Je me dis, je vais aller au cimetière, c'est un très beau cimetière, on va filmer le cimetière, la morgue. Alors c'est une ambiance, c'est sûr, c'est étrange de rentrer dans la morgue comme elle est aujourd'hui. C'est la même qu'à l'époque, pour qu'Hector, par exemple, me raconte comment ça se passait quand tous les centaines de cadavres arrivaient de toute la capitale. Voilà, les gens qui avaient été massacrés, torturés, mitraillés, enfin voilà, on était loin de la dignité humaine comme on l'entend quand on parle de mise en bière aujourd'hui et sans funérailles, enfin voilà, c'était l'enfer, quoi. Et moi, c'est vrai que j'y suis allée un peu libre de ces peurs, puisque j'ai pas vécu là-bas. La peur, c'est pas quelque chose que j'ai senti. Mais par exemple, quand j'ai travaillé sur mon film d'après, El Patio, qui était avec des fossoyeurs, ce sont des fossoyeurs qui ont été réquisitionnés par l'armée parce qu'ils ont dû, eux, cacher les corps dans le Patio 29, c'est-à-dire le secteur le plus reculé du cimetière, des centaines de corps.
ils ont été les marionnettes de la junte pendant des années, en fait, avec une mitraillette dans le dos. Et là, la peur, elle était là, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée pour le premier jour de tournage, les deux personnages principaux, donc Lelo et Perejil, c'était le surnom, Persil, c'était son surnom. Ils m'ont dit non, en fait, on veut bien te raconter, mais pas au cimetière, on a peur, on a reçu des menaces. Donc, il a fallu que je revoie entièrement le projet du film, qui était en fait un huis clos au cimetière au départ, pour raconter ce qui s'était passé sur les lieux. Et on a commencé à travailler ailleurs, au musée de la mémoire. On a trouvé des lieux symboliques au bord de la rivière, là où ils allaient repêcher les cadavres qui flottaient dans le fleuve qui traversait la ville, etc. Et au bout de 15 jours, il s'est passé quelque chose de très beau. Lelo, le personnage principal, Roberto, m'a dit en fait, j'ai eu peur pendant 17 ans de dictature. Il a dit, ça suffit la peur. Il dit, viens, va au cimetière, je vais te raconter au cimetière. Il a fallu 2 semaines. Et en fait, je pense que au Chili, même si aujourd'hui le Chili est encore complètement coupé en deux, c'est vrai que c'est un pays qui lutte entre mémoire et oubli. C'est vraiment un pays 50% de fachos, et ça faut vraiment insister parce que on dit tout le temps, ah bon, mais le Chili, pourtant, Bachelet, pourtant, enfin voilà, il y a quand même une vision du Chili comme étant le pays le plus démocratique d'Amérique latine. C'est complètement faux. Il y a un gros souci avec les médias et les médias internationaux, les médias français, on ne sait pas ce qui s'y passe, et c'est pareil pour plein de pays d'Amérique latine. Non, il y a une violence étatique inouïe au Chili qui est juste la descendance de ce qui s'est passé pendant la dictature et depuis des siècles. Tout à l'heure, on parlait de colonisation. Il y a une impunité terrible, il y a une franche dégueulasserie de l'oppresseur contre la population, et il y a un système d'injustice établi, une impunité insupportable. Et là, mon prochain film est avec Juan Saravia, qui est le personnage donc principal de mon prochain film. Ça fait déjà 5 ans que je travaille dessus. Avec le Covid, ça n'a pas été évident d'avancer, mais Juan Saravia, si on parle de liberté d'expression, il est devenu le nouveau leader de ce qui s'appelle là-bas la commission Funa. Et la commission Funa, c'est une association. En fait, le but est un peu une forme de justice populaire, en fait. Lui est le plus grand chasseur d'assassins au Chili, en fait. C'est-à-dire qu'il cherche les assassins et tortionnaires de la junte, de l'époque de Pinochet. Et jusqu'à aujourd'hui, il a amené la foule devant pour montrer où était le domicile. Et en s'appuyant seulement sur des procès déjà terminés, dire cette personne habite là, elle n'a fait que 3 mois de prison pour un cas, alors qu'elle a bossé pendant 6 ans dans tel et tel centre de torture. Donc ils appellent ça en Argentine des escraches, là-bas ils appellent ça des funas. S'il n'y a pas de justice, il y a des funas. Donc c'est une forme de justice populaire. Et là, au niveau de la liberté d'expression de la population, c'est une totale prise de liberté. Et c'est vrai que dans mon travail, je fais quand même finalement pas mal de focus là-dessus, sur la personne qui a pris la liberté ou alors au moment du film quand elle s'exprime, et moi servant d'antenne, ou alors raconte quelque chose. Par exemple, le fossoyeur Lelo avait caché des militants du MIR, qui est un parti très proche aussi, puis très ciblé par la police politique, quoi. Enfin, ils étaient recherchés, assassinés. Enfin, c'était une vraie chasse à l'homme envers ces gens-là. Et c'est vrai que moi, je suis un peu une obsession pour les actes de résistance ou la façon d'avoir survécu. Et c'est un peu une lutte, ou une lutte contre la peur, ou dépasser la peur. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et par exemple, là, Juan Saravia, donc, qui est le nouveau leader de la commission Funa, là, il a monté une chaîne, comme il y en a quelques-unes, il y en a pas mal au Chili, chaîne de contre-pouvoir sur Internet qui s'appelle Murros y Resistencia, comme il y a aussi par exemple Opal. Et en fait, ce sont des moyens, des médias indépendants en fait, populaires, des citoyens, simples citoyens avec leur téléphone ou une petite caméra qui font des directs pour dénoncer les violences policières sur la place de la Dignidad. Là, depuis 1 an au Chili, où il y a cette révolte sociale immense. Et ça, c'est une prise de liberté. Et c'est vrai que moi, je fais un peu un focus là-dessus. Mais moi-même, dans mon travail, hormis la peur, c'est vrai que quand je vais filmer sur la place et qu'il y a des mecs qui se font tabasser à 3 mètres de moi, ça fait un drôle d'effet, mais je prends cette liberté aussi d'aller faire un focus sur ça. Et comme tu disais, toi, si mes films, il y a une copie au Musée de la Mémoire et des Droits de l'Homme, ou alors ça passe dans une bibliothèque à Millau, ou alors on fait un truc avec vous, on fait une projection, je sais qu'à un moment ça va toucher quelqu'un, que ça va toucher quelqu'un d'autre, et ça fait une toile d'araignée qui fait que
que oui, on peut passer peut-être au-delà de la peur et changer de mode de fonctionnement entre nous, je sais pas, voilà, avoir un peu d'optimisme, quoi. Moi, sans être une cinéaste, j'ai un peu du mal avec le militantisme pur et dur parce que souvent j'ai l'impression qu'on fait de l'entre-soi. Les militants font des films pour les militants, et quelque chose comme ça. Mais si c'était dans quelque chose d'un peu plus vaste, un peu plus humaniste, j'ai l'impression que des fois ça fonctionne mieux. Et je sais que dans mes projets, il y a déjà eu au Chili des gens de droite. On m'a dit la fille qui était au fond, c'était une facho. Elle est venue voir mon film. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une façon de répandre des choses. Et puis les films, on sait pas où ça va. C'est comme toi un collage, tu sais pas qui le voit, est-ce que ça fait avec qui. Moi, mes films, quand ils passent, il y a des fois, je sais pas, j'ai pas le retour du public, ou quand ça passe sur une chaîne, ou quand quelqu'un va voir le DVD à droite à gauche et se refile des copies. D'ailleurs, j'avais pour clore, j'avais eu le producteur justement de ce film sur Victor Jara, sur l'enterrement de Victor Jara. Mon producteur dans la voiture m'avait dit: Elvira, c'est quoi ton plus grand rêve pour ce film? C'est les festivals, c'est ça? Je lui ai dit non, c'est qu'ils se vendent de pirater 1000 pesos dans la rue. Parce que l'idée, c'était ça, c'était dans ce pays qui est tellement... où la mémoire est tellement attaquée, la justice, on essaye tellement de l'écrabouiller, de lui marcher dessus, et c'est très compliqué au Chili de faire justice encore. Moi, je veux bien qu'on pirate mes films et qu'ils soient vendus 1000 pesos dans la rue, c'est le meilleur cadeau, que ça circule, quoi. Voilà, qui s'exprime librement en dehors de moi. Voilà. Merci beaucoup, Elvira. Mais justement, donc, comme Juan W, Elvira ont parlé justement de cette nécessité d'être utile, Loire, est-ce que justement vous avez cette envie d'être utile aussi avec votre art pour faire bouger les lignes? Eu não penso muito na palavra utilidade, mas eu penso muito em efeito. Eu penso muito em performar de uma maneira que... E com o imaginário, com a abertura e com uma relação com o público que realmente possa ativar um efeito, como quando a gente joga uma pedra no lago e as ondas vão até a margem, depois elas voltam. Eu gosto de pensar a performance como essa pedra que eu jogo, né? E o efeito, ele vai acontecendo, né? Essa metáfora, uma grande amiga que é performer também, a Cauã, é o Bandi de Sereia, a gente tem falado muito disso, assim, de como a gente não sabe qual que vai ser o que vai acontecer a partir do momento em que a gente lança a pedra, mas já não está com a gente depois do momento que a gente lança, mas a gente lança a pedra, mas a gente ativa coisas, né? E eu penso muito... No meu trabalho tem uma relação muito imbrincada com a mitologia iorubá e com a espiritualidade afro-brasileira. Então, a noção de ebó, que é tipo uma oferenda, né? A noção de ativar uma materialidade a partir da sua intenção para que ela ative mudanças no mundo, ela atravessa muito o meu trabalho, né? Performar numa encruzilhada entre o transe, entre a espiritualidade e a performatividade das ações e das materialidades é uma coisa muito importante para mim. Então, eu também penso muito em... Se eu puder pensar uma utilidade, ela pode ser me comunicar, rasgar algumas coisas, friccionar algumas coisas através de um imaginário que possa acessar os corpos das pessoas mais do que a racionalidade. Acabar um pouco com essa noção dessa separação de mente e corpo e de que um discurso intelectual é maior do que uma ativação física, né, do conhecimento, produção de conhecimento, produção de pensamento mesmo que o corpo pode ativar.
e de ativar os corpos ancestrais ou futuros dessas pessoas que estão ali juntas, né, no momento de performar. Très bien, merci beaucoup Loara. Merci à vous. J'aurais voulu savoir justement si justement vous étiez confronté à une contrainte, pardon, donc une contrainte autre que ce que vous nous avez déjà donné, donc vraiment une contrainte très forte, pas uniquement celle de voir son dessin arraché, ou vraiment d'être par exemple pas né au Chili et d'avoir vécu la peur qu'ont justement les Chiliens, vraiment quelque chose de plus fort en fait. Je voulais savoir si ce serait peut-être un stimulant pour votre travail. Donc là je m'adresse plutôt à Juan W. Alvira, parce que Loara, vous avez déjà cette contrainte-là, vous avez déjà répondu tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que ce serait un stimulant pour vous d'avoir ce type de contrainte aussi fort? Style de contrainte, pas vraiment, parce que je suis pas arrivé à un point, je trouve en tout cas, que je pense que j'ai pas fait tellement de gros projets que je suis pas encore arrivé à ce point-là, je trouve. En fait, si vous étiez justement confronté au type de contrainte qu'a vécu Loara au Brésil, par exemple. C'est parce que juste ça m'est arrivé en Europe, mais par exemple, à aucun moment j'ai senti la peur ou la nécessité d'être confronté ou avoir l'imagination d'être confronté à ce genre de choses. Non. Pas encore en tout cas. Vous pouvez pas l'imaginer en fait. Enfin, vous n'avez pas l'idée, l'envie de l'imaginer peut-être aussi. Pour ne pas être confronté à ce type d'oppression. Oui, mais je pense que ça. Je pense que l'impunité de la police, par je exemple. trouve que plus le projet est grand, plus on va traverser les obstacles plus grands. Donc pour moi, je trouve en tout cas que je fais encore de petites choses. Le jour où je vais faire un gros projet, je pense que je vais être confronté à des contraintes plus spectaculaires. D'accord. De par la visibilité du travail, de par la communication, les personnes qui seront au courant justement de ce projet-là. Oui. D'accord. Ok. Et donc vous, Elvira, si vous étiez vraiment confrontée à une contrainte, une oppression dure. Moi, personnellement, non. Je me sens libre de faire ce que je veux. Je pense que la plus grande contrainte, c'est le système politique, le financement du documentaire aujourd'hui, dans ce qui est mon milieu. C'est-à-dire que les cases se réduisent comme peau de chagrin, les financements sont durs à obtenir. Je travaille pour France 3, si je vais critiquer ma chaîne, mais par exemple, cette année, par exemple, il y a eu une réduction de la case documentaire énorme avec l'intitulé global. Un directeur d'antenne m'a dit, c'est même pas la peine que tu me proposes ton prochain film, alors qu'ils ont produit les 3 premiers. Il m'a dit, parce que ça s'appelle La France en vrai. Donc c'est l'intitulé de la case, de la case documentaire France 3. C'était la ligne directrice en fait des contenus. La France en vrai. Donc en fait, on se déconnecte les uns des autres pour. Je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes en fait où ça devient formaté pour tout ce qui est l'art. Bon, avec le Covid, c'est encore pire, mais voilà, la politique culturelle actuelle, ça brime fortement la liberté d'expression, parce que je pense que l'imaginaire, des envies d'écriture, des envies de dessiner, danser, il y en a. Après, est-ce qu'on a la place, l'espace pour ça? C'est ça qui est très contraignant, moi, je trouve, aujourd'hui. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai grandi, je vis en France et je vois tout est de plus en plus compliqué, de plus en plus étriqué. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça, par exemple, qu'on a investi, par exemple, la brasserie Le Dôme toute l'année pour s'accaparer un espace d'expression, que si on était passé par la mairie pour demander un financement, monter une association, pour faire une soirée solidarité, on s'en sortait pas.
La brasserie Le Dôme nous a accueillis, on y est allé, on n'a même pas d'association. Voilà, ça a été un collectif spontané dans l'urgence où en fait ce sont les amis de la famille, mon père qui ont joué de la musique. Voilà, Là, ça s'est on a, passé donc en ben, on a décembre, jus- janvier ju- 2019-2020, c'était ça? jusqu'à juin 2020, on a organisé une dizaine de soirées solidaires pour récolter en fait de l'argent pour envoyer en urgence en fait pour aider l'équivalent des Street Medics par exemple là-bas où on a acheté aussi une caméra avec justement une télé communautaire indépendante, du matériel de protection pour les combattants de la première ligne aussi, voilà, qui se battent contre les machines de guerre et la police hyper violente là-bas. Et ça, c'était une décision à prendre dans l'urgence. Et si on avait dû passer par le système protocolaire, on n'aurait jamais pu faire ça. Donc ça, je trouve que c'est une contrainte qui est de plus en plus terrible en France, quoi. Le système administratif et le soutien financier pour l'art, c'est très compliqué. L'art ou voilà, tout le milieu associatif, enfin, en plus là, avec le Covid par-dessus qui sert de prétexte à étouffer tout ça, ça devient très compliqué. Mais oui, ça c'est quelque chose qui est dur. Ouais. Mais justement, donc, en parlant donc, de la Covid, ce méchant virus qui est encore parmi nous, sur une échelle de 1 à 10, quel chiffre vous donnerez à vos possibilités artistiques actuelles pour monter justement des films, pour créer des visuels, etc., etc. En parlant justement de l'actualité de ce méchant virus. Voilà. On peut toujours créer, je pense qu'elle peut toujours danser sur Internet, il peut poster ses photos et je peux faire des films avec mon argent personnel et les mettre sur Internet, mais quelle frustration. Justement, donc c'est 10, on peut, et c'est 0, c'est hyper frustrant, il n'y a pas de contact avec le public, toutes les subventions sont ralenties. Enfin voilà, là, toutes les lectures de dossiers, par exemple pour le documentaire, là, il y a 3, 4, 5, 6, 8 mois de retard pour les subventions. Les frontières qui ferment, enfin dans mon cas, pour aller tourner et les chez lui, projections, c'est compliqué. Les projections, il n'y en a plus, donc les films, ils tournent plus. Donc voilà, faire des événements en ligne. Là, mon film était sélectionné à Film en Fabrication au Festival Ciné Latino à Toulouse. Ça devait être une rencontre avec le public pour montrer des extraits de mon prochain film et tout ça. Ça va se passer sur Zoom. Enfin, ouais, j'ai les grosses boules. Donc, ouais. Donc, en fait, on peut faire... Libre expression, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut faire... Bah oui, mais en fait, c'est les montagnes russes. On peut faire, mais complètement contraint pour l'instant, c'est... Donc, on mettrait 5 à peu près, Elvira. C'est compliqué. On ferait la moyenne quand même ou pas? On va mettre 50% de frustration, 50% de possible. Mais bon, quand je vois des gens qui font des concerts lyriques dans les supermarchés parce qu'on peut se réunir, il y a quand même moyen. Mais enfin, voilà où on en est, quoi. Ou dans la rue, effectivement. Du coup, Loara, vous mettrez combien à vos possibilités de créer? Eu colocaria, eu acho que 4. 4? Oui. Ok. Porque, de alguma forma, por eu estar ligada a uma instituição, que é o CCN, aqui na Europa, que também é a área VIP do apocalipse, né? Porque fora da Europa o bagulho está doido. Né? No Brasil, tipo, é outra realidade mesmo, de morte e de possibilidade de continuar com um trabalho artístico, outra mesmo. Mas eu ainda tenho essa possibilidade de ensaiar, de continuar a minha pesquisa, de fazer pequenas aberturas para profissionais da arte, mas realmente não poder ter... Para mim, performar é sobre encontro, é sobre a celebração, é sobre poder ativar imaginários em coletivo, né? E isso sempre foi perigoso por causa da sua possibilidade revolucionária, mas agora é realmente perigoso e impossível quase a gente pensar nesse mundo a partir do Covid, né? E é muito louco, porque agora, por exemplo, o CCN está ocupado e tem vários espaços. Bem, eu sou um pouco ignorante, eu não sei exatamente que lugares exatamente são ocupados, mas eu sei que tem um movimento de artistas ocupando vários espaços de cultura para fazer várias reivindicações. E para mim é muito absurdo que as lojas estejam abertas e que a gente só possa se deslocar ou para fazer dinheiro ou para gastar dinheiro, nos tornando as melhores peças para o capitalismo.
enquanto a possibilidade de ter acesso a um trabalho artístico com encontro e com segurança dentro disso tudo poderia adereçar a saúde mental das pessoas, o prazer, né? Capacidade de pensamento. É um serviço essencial poder ter acesso à arte, né? E, bem, eu acho um grandíssimo absurdo que a gente... Nesse momento, tudo parece um pouco absurdo. A gente está realmente tendo questões e pensando coisas nessa pandemia que a gente não tinha pensado antes. Mas como o capitalismo e o sistema se atualiza de uma maneira muito rápida, a gente tem que também se atualizar de uma maneira muito rápida para poder enxergar além, assim, e pensar estratégias de como estar junto et de comment actualiser também a nossa maneira de trabalhar. Mais justement, donc, quand vous disiez que c'était essentiel, justement, la culture est essentielle, finalement, ça revient un petit peu à ce que disait Juan W. au tout début, quand il disait justement que l'art était un tabou au Pérou, en fait, qu'il fallait avoir un métier classique, voilà. Et donc, du coup, on en revient finalement, hein, et pourtant... il y a un petit peu de temps qui s'est passé depuis votre naissance, Juan W. Et donc, en France même, on est au même point. Et pour faire le lien, Oui. du coup, combien vous mettriez à vos possibilités de création actuellement? Donc, en parlant aussi de, pas possibilités que matérielles, mais également psychologiques, voilà, vos possibilités réelles et pas que matérielles, hein, pas que avec les outils ou que le collage, voilà. Pour être franc, ça n'a jamais changé pour moi. Ouais. Parce que chez moi, c'est comme un atelier, donc je m'exprime comme je veux. C'est vrai que, comme dit l'artiste chilienne, c'est que on a envie de montrer son produit au public. Donc c'est vrai que c'est l'espace réduit, on peut rien y faire hein, pour l'instant. On peut le présenter par internet. Il y a des artistes qui se sont habitués. Moi perso, ça change pas du tout. Donc je reste toujours sur le 8 parce que je peux créer ce que je veux, je peux partager ce que je veux. Après, pour les expos, c'est vrai que c'est mieux d'échanger en public. Oui. C'est mieux d'échanger en public et surtout de faire plusieurs rencontres et qui sait d'avoir avec d'autres artistes comme ici d'ailleurs et créer un nouveau projet qui pourrait nous apporter un peu plus à tout le monde. Pourquoi ça reste sur le 8? Parce que je me rappelle que il y a 3 à 4 ans en arrière, au Pérou, ils ont fait à Lima, en plein centre-ville, ils ont des artistes locaux, sont très doués, comme ici d'ailleurs. Ils ont fait des fresques pas politiques. C'est ça qui est intéressant. C'était pas politique du tout, mais c'était pour faire apporter quelque chose aux citoyens, aux concitoyens, quelque chose de positif tout simplement, très coloré, comme on imagine en Amérique latine. Alors que le maire de Lima, il a décidé tout d'un coup de repeindre tout ça avec sa couleur, une couleur qui lui, comment dire, de campagne, tout simplement. Voilà, la liberté d'expression, c'est très, très limité en Amérique latine, alors que ici, quand je compare, si on peut comparer, si je peux me permettre, ça continue toujours. En fait, il n'y a pas trop de limites, c'est pas trop limité ici. Donc, pour moi, ça change pas grand-chose, avec ou sans Covid. Voilà, la liberté d'expression, elle passe par plusieurs canaux, en fait. Donc, c'est pourquoi on vous avait choisi l'art plastique, le street art, la performance scénique, le chant, la réalisation, le documentaire. Et donc, voilà, j'espère que vous avez eu la possibilité de vous exprimer pleinement et librement pour cette table ronde. Et je vous en remercie vraiment. Et j'espère que justement, on pourra voir très prochainement vos films dans les salles de cinéma, vos représentations sur scène et vos œuvres dans la rue ou justement dans des galeries ou des musées, voilà, pour voir les expositions. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre temps
et de vos échanges, de vos partages. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.